Il y a un an, je faisais mon plus gros craquage en termes de matos photo en achetant un Fuji GFX 100S pour ma pratique professionnelle de photographe de mariage. Un boîtier de 102 mégapixels, moyen format, et aujourd'hui, après un an d'expérience, il est temps de faire le bilan, de savoir si j'ai fait le bon choix en choisissant cet appareil photo. Parce que quand j'avais choisi cet appareil photo, c'était un investissement conséquent, même si j'avais choisi un boîtier des optiques d'occasion pour alléger la facture. Et la première question qui m'était venue quand j'avais commencé à chercher des informations sur ce boîtier, c'est est-ce qu'il était taillé pour la photographie de mariage? Parce que la première chose auquel on pense quand on pense moyen format, c'est des boîtiers plutôt longs, avec un autofocus pas toujours hyper réactif, des rafales qui sont moins bonnes que les boîtiers plein format ou APS-C, et sans être aussi intense que la photo de sport, la photographie de mariage peut être quand même justement assez sportive. De temps en temps, on a besoin quand même de matériel assez réactif. De mon côté, je viens de l'argentique et je travaille encore beaucoup en argentique, donc c'est pas quelque chose qui m'a trop dérangé et rapidement je me suis dit que si j'arrivais à faire des mariages en argentique avec des boîtiers moyen format à mise au point manuel ou des boîtiers autofocus d'il y a 25 ans, globalement ça me suffirait très largement. Et c'est un peu comme ça que je définirais cette expérience avec le GFX en termes de réactivité, d'autofocus, de rafale, etc. C'est suffisant. Clairement, on n'est pas au niveau des boîtiers Sony et Canon et Nikon hyper haut de gamme qui font des autofocus suivis hyper précis, qui ont des rafales à 24, 30, 35 images par seconde. Mais en même temps, dans ma pratique de la photo de mariage, la façon dont je fais de la photographie, c'est pas vraiment des choses dont j'ai besoin, notamment la rafale où j'ai pas envie de rentrer chez moi avec 50 images du même moment parce que j'ai pris une rafale à 15 images secondes. Voilà, c'est pas un truc que j'utilise beaucoup. Donc globalement, dans ma manière de faire de la photographie où je me concentre sur le moment, où j'essaie de choisir un petit peu mes déclenchements et où voilà, je limite le nombre d'images que je prends et je me concentre sur prendre les bonnes images au bon moment, c'est pas été gênant de mon côté. Le point faible un peu du boîtier, ça reste l'autofocus qui est, voilà, pas exceptionnel, mais encore une fois suffisant. Le seul défaut, je trouve, c'est l'autofocus continu, notamment avec des téléobjectifs un petit peu importants, où là, voilà, on commence un petit peu à sentir les limites, parce qu'il y a des gros morceaux de verre à bouger, et ça galère des fois un petit peu dans du suivi très précis. Cependant, pour une pratique de la photo de mariage, on va se concentrer sur la qualité d'image par rapport au nombre de photos qui va être prise. Globalement, ça me pose aucun problème et je pense que en adaptant forcément un petit peu la manière dont tu vas prendre des photos, c'est pas un boîtier où tu peux, comme on dit, spray and pray, c'est-à-dire prendre des rafales comme ça et puis choisir a posteriori. Il faut vraiment faire attention au moment de la prise de vue, mais globalement, ça pose aucun problème, même pour des pratiques un petit peu intensive comme de la photo mariage, de la photo sociale ou même de la photo d'enfant. Donc globalement, ça, c'était ma plus grosse inquiétude et finalement, c'est peut-être le point qui me dérange le moins aujourd'hui sur l'appareil photo. Parce que de toute façon, on ne va pas choisir un boîtier comme le GFX pour sa réactivité, mais bien pour la qualité des images qui est produite. Et là, j'avais des attentes ici et le boîtier les a largement dépassées. La première chose, c'est en termes de flexibilité des fichiers, en termes de richesse des fichiers qui sont capturés et des données qui sont présentes dans ces fichiers. Les RAW sont tout juste incroyables. Je pense qu'on peut exposer n'importe comment et quand même récupérer une photo correcte, même si bien sûr c'est toujours mieux de partir d'une exposition saine. Mais il y a une telle richesse dans les données, on peut récupérer énormément de haute lumière, alors que c'est quelque chose qui est difficile à faire sur les boîtiers numériques, même encore aujourd'hui, sur certains boîtiers. Et les nuances de couleurs sont juste incroyables. Personnellement, je pense que c'est les fichiers qui sont, alors que je déteste la retouche, c'est des fichiers qui sont les plus faciles à retoucher et à travailler que j'ai pu avoir dans toute mon expérience en photo numérique. Tellement il y a de données, tellement il y a de richesse, on peut vraiment en faire ce qu'on veut et c'est hyper appréciable. En plus, on a les simulations de films de Fuji qui peuvent nous servir de point de départ, soit si tu travailles en JPEG directement dans l'appareil photo, mais aussi dans Lightroom où on peut, moi je m'en sers comme profil de départ et j'ai viens ajouter ma petite sauce par-dessus. Et ça permet déjà de donner un certain caractère aux photos avant même de venir appliquer une sauce un petit peu personnelle par-dessus. Bref, ça c'est vraiment le point où justement c'était pas forcément quelque chose dont j'avais des attentes par rapport au boîtier. Et clairement, c'est le truc où ça me correspond le mieux aujourd'hui dans ma pratique de la photographie.
On parle de qualité d'image, il faut forcément parler de l'éléphant dans la pièce quand on parle du GFX 100S, c'est sa définition de 102 mégapixels. Et clairement, c'est pas pour ça que j'ai choisi l'appareil photo au départ, parce que je voyais vraiment ça comme un poids, en termes de lourdeur des fichiers, en termes de post-traitement, on va voir ça un petit peu plus tard. Mais voilà, je l'avais choisi parce que à l'époque, il n'y avait que le 100S qui avait la détection de phase en termes d'autofocus, et les versions avec moins de résolution, le 50S, était uniquement la détection de contraste, et en termes d'autofocus, pour moi, c'était un non négociable, il me fallait absolument quand même un truc un peu réactif, et la détection de contraste, c'est pas assez réactif aujourd'hui pour ce genre, pour la photo de mariage. Et donc j'avais choisi un petit peu à défaut la version haute résolution du 100S. Et au final, c'est peut-être une des fonctions que j'utilise encore une fois le plus aujourd'hui, parce que le fait d'avoir des fichiers aussi définis, ça permet de faire énormément de choses. Notamment de les recroper énormément et de quand même conserver une qualité d'image impressionnante. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez dingue, que je ne m'attendais pas à m'en servir autant. Mais en mariage, ça peut être hyper utile, justement parce qu'on est dans des situations où beaucoup de choses se passent, on n'a pas toujours le temps de cadrer la composition parfaite, ou des fois on n'a pas accès physiquement à certains endroits et on manque un petit peu de portée avec nos objectifs, et avoir la possibilité de recroper, de retravailler l'image, ça donne des possibilités en plus. Il y a aussi quelque chose d'intéressant avec le fait d'avoir des fichiers de très haute résolution, c'est que parfois avec une seule image, en recropant, en recadrant, on peut sortir 2-3 photos différentes à partir d'une seule prise de vue, notamment quand on travaille avec des grands angles, où on va pouvoir reprendre des petits bouts d'images comme ça pour venir créer d'autres photos à l'intérieur d'une seule prise de vue. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi intéressantes et qui sont plus difficiles à faire avec des boîtiers qui ont une moins grande définition. La dernière chose que ça permet de faire, c'est aussi que ça permet de jouer facilement avec les différents ratios d'images, en 16/9, en XPAN, en 4/3, etc. Puisque même en recropant beaucoup et en enlevant des parties de l'image, ça permet de garder quand même une qualité finale d'image qui est exceptionnelle. Et clairement, voilà, on en revient à cette idée de flexibilité. Ça ajoute, au-delà de la flexibilité en termes de qualité d'image, de la flexibilité en termes de composition qu'on va pouvoir avoir. C'est un peu le mot d'ordre au final de ce que permet le capteur dans ce boîtier, c'est la flexibilité dans le traitement de l'image et dans le travail en post-traitement. On a vraiment l'impression de se retrouver à nouveau sous un agrandisseur, on va pouvoir recadrer, etc., retravailler l'image, mais avec une qualité qui est démentielle dans les fichiers finaux. Mais comme tout, c'est aussi un boîtier qui a pas mal d'inconvénients. Et le premier, c'est le revers de la médaille de cette qualité impressionnante en termes d'image, c'est le poids des fichiers. En effet, les fichiers sont tout simplement incroyablement lourds, notamment en RAW. De mon côté, je travaille avec des cartes de 128 Go, et globalement, 128 Go, ça me donne à peu près 900 photos RAW en compressé sans perte, et sans compression, ça tombe autour de 500 images. Ce qui est vraiment pas beaucoup, et le coût du stockage, surtout qu'il faut quand même un stockage assez rapide si tu veux travailler un petit peu avec la rafale ou si tu veux pas te retrouver limité très rapidement par le buffer de l'appareil photo, ça peut coûter un petit peu cher aussi. Et c'est un petit peu le thème de tous les défauts de l'appareil photo, c'est que l'appareil en photo en lui-même est cher, les optiques sont chères, mais le workflow pour l'utiliser coûte aussi beaucoup. En effet, parce qu'au-delà du coût du stockage, où il faut un stockage conséquent et relativement rapide pour en profiter, il y a aussi le coût du hardware pour retravailler les photos. Les fichiers sont lourds, ils sont gros, ils sont volumineux, et dès que tu vas les passer dans Lightroom ou Photoshop, où tu vas commencer à faire des ajustements, à mettre des masques, des calques, etc., ça va très très vite ralentir ta machine, et alors que j'avais un PC qui était largement suffisant pour mon travail en photo, jusqu'alors, là, cette année, j'ai dû upgrader, je suis passé sur un Mac Mini M4 parce que j'avais trop de problèmes de latence avec mon ancien ordinateur, et là, une des raisons pour laquelle j'ai changé de PC cette année, c'est pour pouvoir travailler avec les fichiers du GFX. Sur le Mac Mini M4, on n'a aucun souci avec un disque dur qui est correctement formaté en APFS, donc ça c'est la bonne nouvelle parce que c'est un ordinateur qui est relativement abordable, sachant que le mien a quand même 24 Go de RAM, j'ai quand même upgradé un petit peu par rapport au modèle de base. Mais voilà, globalement, il faut quand même derrière une bonne machine, et ça ne tournera pas sur n'importe quel ordinateur, il faut quand même derrière une bonne machine pour pouvoir profiter de la qualité d'image et du traitement de ces fichiers RAW
par derrière. Et ça rajoute aussi au coût d'investissement pour utiliser le boîtier et en profiter. Et enfin, au-delà de ça, c'est le prix global de l'écosystème, puisque le boîtier est cher, mais les optiques sont aussi assez coûteuses. Et il n'y a pas vraiment d'alternative, comme il peut y avoir chez Sony, où il y a des fabricants tiers. Là, il y a très peu de fabricants tiers, je pense qu'il n'y en a même pas du tout, en tout cas d'optique avec autofocus pour GFX, donc tu es un peu bloqué dans l'écosystème Fuji. De mon côté, j'ai pris le 45-2.8 et le 110 f2, et autant j'adore le 110 f2, je trouve que c'est une des meilleures optiques photo que j'ai eues de mon existence en tant que photographe, autant le 45-2.8, j'en suis un petit peu déçu, et j'aimerais investir dans le 55-1.7, mais voilà, à 2000 € l'optique d'occasion, c'est pas prêt d'arriver tout de suite. Voilà, donc c'est un peu le problème, c'est que l'écosystème est un petit peu cher aussi. Si tu es prêt à utiliser des optiques manuelles, il y a toujours moyen d'adapter. J'ai fait une vidéo avec les optiques de chez TT Artisan au M42 par exemple. Tu as aussi différents adaptateurs pour des systèmes optiques argentiques comme celui du Mamiya 645 ou du Pentax 6.7. Donc tu as d'autres alternatives pour avoir des optiques moins chères, mais tu perds un petit peu l'autofocus, ce qui en mariage est quand même un petit peu compliqué dans certaines situations. C'est un peu, voilà, j'ai du mal à m'en passer totalement. Et de pas du tout avoir d'autofocus, ça peut être un petit peu gênant pour certaines situations. Autre chose que j'aimerais tester aussi à l'avenir, c'est que je sais qu'il existe des adaptateurs pour montrer des objectifs plein format comme les objectifs réflex EF. J'en ai plusieurs et j'ai eu des gens qui ont eu des bons résultats avec les optiques de chez Sigma de la gamme Art. Donc c'est aussi d'autres avantages, mais même ces adaptateurs-là coûtent quand même entre 300 et 350 €. Donc on n'est pas sur de l'adaptateur cheap, et c'est un peu le problème aussi du moyen format comme ça, c'est que tout l'écosystème est plus cher que le reste. Alors bien sûr, c'est pas des boîtiers qui vont correspondre à toutes les pratiques, c'est des boîtiers qui demandent malgré tout de ralentir. On n'est pas au même niveau de réactivité en termes de rafale d'autofocus que les boîtiers plein format, mais je trouve que c'est un bon équilibre où aujourd'hui il y a les boîtiers plein format qui vont vers ce côté la rafale sportive, les codecs vidéo, etc. Je ne vais pas du tout parler de la vidéo parce que moi je m'en utilise beaucoup pour la photo, mais il y a cet aspect-là aussi qui peut compter. Mais voilà, on est dans un truc où c'est la course à qui va avoir la plus grosse rafale, l'autofocus le plus performant, on va pouvoir détecter par IA des chats, des faucons, etc. Et dans le moyen format où l'accent est vraiment mis sur la qualité d'image à un point où c'est totalement non nécessaire. On est d'accord, 102 mégapixels en 16 bits, c'est totalement non nécessaire pour faire des bonnes photos, c'est clairement purement du luxe et du confort et on n'en a pas besoin. Mais tout comme on n'a pas besoin d'une rafale à 30 images par seconde où 95% des gens qui achètent un Canon R5 aujourd'hui n'ont pas besoin d'une rafale à 30 images par seconde, pourtant elle existe dans ce boîtier-là. Donc c'est vraiment ces deux chemins. Vraiment, on va avoir une réactivité qui est vraiment hors de ce monde, overkill, et une qualité d'image qui va être overkill. Et moi, de mon côté, je trouve que je suis content d'avoir pris ce chemin-là de la qualité d'image parce que ça correspond beaucoup plus à ma façon de voir la photo. Même si, voilà, on n'est pas sur du vrai moyen format parce que le capteur est juste un tout petit peu plus grand que le plein format, sur certaines optiques, quand tu vas utiliser, voilà, j'avais testé le 75 mm 1.5 de TT Artisan, il y a quand même un petit truc en plus qui est assez chouette. Et voilà, moi honnêtement, je ne regrette pas du tout mon choix de boîtier. Et pour de la photo de mariage, c'est vraiment quelque chose que je trouve plus de photographes devraient éventuellement considérer dans leur flux de travail. Voilà, en tout cas, c'était mon retour d'expérience après un an sur le Fuji GFX 100S. Si je t'ai convaincu de craquer ton slip pour en acheter un, surtout passe par Digitphoto avec mon code créateur EMGK. Ça me fera de mon côté une petite commission que je mettrai de côté pour un nouvel objectif un jour pour ce système. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux aussi soutenir mon travail en devenant membre de la chaîne. Et moi, je te dis à la prochaine. Et d'ici là, bonne photo!